Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur le débat de Direct Gestion, un spécial immobilier ce matin pour nous accompagner durant cette demi-heure en direct. J'accueille Thomas Lefebvre, c'est le directeur scientifique de Meilleurs Agents. Bonjour Thomas. Bonjour. Et Sandrine Alonier, c'est la responsable des relations banques de vousfinancer.com. Bonjour, Bonjour Sandrine. Voilà, est-ce que c'est le moment d'investir? Est-ce qu'on peut profiter des taux bas? Est-ce qu'on verra des taux négatifs? Comment se comporte le marché de l'immobilier? On voit ça tout de suite dans le débat de Direct Gestion. À tout de suite. Et si vous avez un projet immobilier, c'est peut-être le moment des taux qui n'en finissent plus de baisser. On est à un nouveau plancher historique, 1,77 en moyenne en mai, selon Crédit Logement CSA. C'est 4 points de base de moins que le mois précédent, 1,81. Ça continue à baisser. Sandrine, est-ce que c'est un bon signe finalement, cette baisse continue ? Alors d'un côté, oui, pour tous ceux qui veulent acheter ou investir, c'est un très bon signe, d'autant qu'au mois de juin, les taux ont encore baissé, donc on devrait voir dans les prochaines semaines ce chiffre de 1,77 baisser encore, sûrement vers 1,65 ou 1,60. Là, on a eu des très fortes baisses au mois de juin et on peut aujourd'hui emprunter à 1% sur 15 ans pour les meilleurs profils. 1,30% sur 20 ans et 1,75% sur 25 ans. Alors, c'est très bien pour les emprunteurs, mais pour les banques, ça pose la question de leur rentabilité à moyen ou à long terme. Alors exactement, puisque les banques, on redit un mot du mécanisme, Thomas, si elles peuvent avoir des taux aussi exceptionnels, c'est évidemment parce qu'elles se calent sur l'OAT 10 ans. L'OAT, c'est le taux d'emprunt de l'État français qui n'en finit plus de baisser grâce à la politique ultra accommodante de la BCE, 0,4%. Est-ce qu'elles perdent de l'argent, ces banques? Qui veut répondre? Alors, je vais peut-être vous répondre sur ce sujet. Non, les banques continuent à gagner de l'argent. Elles se sont fixées des objectifs très ambitieux en termes de production de crédit pour l'année 2016, parce qu'en proposant des crédits immobiliers, c'est comme ça qu'elles captent des nouveaux clients. Or, les banques ont plutôt une clientèle vieillissante, donc elles ont besoin du crédit immobilier pour capter des jeunes qui vont acheter vers 30, 35 ans. Donc vraiment, elles ont besoin du crédit, mais elles ont également besoin de rentabiliser les crédits qu'elles accordent. Et c'est pour ça qu'elles demandent quand même de plus en plus de contreparties aux emprunteurs, c'est-à-dire qu'elles vont s'arranger pour qu'ils souscrivent des produits d'épargne, mais également des assurances. Et ce qu'elles veulent vraiment, c'est la relation sur le long terme pendant 7 à 10 ans et non pas seulement un crédit qui va durer 2 à 3 ans, comme ça a été le cas là avec toutes les renégociations de prêts. Donc il y a aussi ce sujet qui revient sur le tapis. Oui, c'est vrai. Du côté justement de la demande, de l'offre et de la demande, vous étudiez ça chez Meilleurs Agents. Il y a des indicateurs, vous allez nous en parler, puisque vous êtes directeur scientifique de Meilleurs Agents. Est-ce que ça va mieux, pour paraphraser notre président, sur le front de l'immobilier? Alors, oui, ça va mieux. Effectivement, le marché immobilier, on note une augmentation en fait, des prix de l'immobilier depuis le début de l'année. Un marché immobilier qui est sous perfusion des taux, comme le précisait Sandrine. Ça monte un peu partout et sans cette baisse des taux, vous l'avez dit, on empruntait à 2,5% sur 20 ans au début de l'année. Aujourd'hui, on emprunte en moyenne sur 20 ans à 1,8% en moyenne. C'est-à-dire un gain de 0,7%, ce qui représente en fait environ 5% de gain de pouvoir d'achat sur le marché immobilier. C'est considérable et sans cette baisse des taux, en fait, on aurait assisté à une baisse des prix de l'ordre de 4 à 6%. 4 à 6% s'il n'y avait pas eu la baisse des taux. Donc on sent que grâce à cette baisse des taux, c'est ça qui encore pallie finalement à une baisse, peut-être une érosion en tout cas des prix de l'immobilier. On a quelques chiffres. Alors 1er juin, votre baromètre Meilleurs Agents, Paris plus 0,8 sur un mois, plus 0,9 sur un an, Marseille plus 0,3, qu'est-ce qui est dynamique? Bon, Montpellier et Bordeaux toujours. En revanche, ça baisse du côté de Nantes. C'est pas folichon non plus, on n'est pas sur les tendances qu'on avait connues il y a quelques années. Alors Paris, effectivement, on note une augmentation sur le mois de mai de 0,8%, presque 2% depuis le début de l'année, depuis janvier. C'est considérable. En région et donc dans les plus grandes villes de France, on constate sur le mois de mai une augmentation dans presque toutes les villes. Il y a quelques exceptions comme Strasbourg et Nantes. Alors c'est deux marchés qui sont différents. Strasbourg, c'est un marché immobilier qui n'est pas très sain avec une économie qui est plutôt morose. Et lorsqu'on compare à Nantes, où là, la correction est plus, on va dire, mensuelle, c'est plus un effet statistique et un rattrapage qu'une véritable baisse. Voilà. Et on note d'ailleurs qu'à Nantes, les prix ont augmenté de 2% depuis un an. Donc voilà, c'est quand même un marché qui est dynamique. Ouais, Sandrine, justement, si on fait le parallèle, vous qui êtes implanté un peu partout avec le réseau Vous Financez, est-ce qu'on observe les mêmes tensions sur le marché? C'est-à-dire il y a plus de gens peut-être en ce moment qui viennent vous voir à Paris qu'en région?
Oui, il y a vraiment un effet d'aubaine, mais qu'on ressent, nous, dans toute la France. Avec ces niveaux de taux, comme on le disait, ça redonne de la solvabilité et du pouvoir d'achat. Si on compare par rapport à il y a juste 5 ans, en 2011, les taux étaient à 4%. Aujourd'hui, on peut emprunter 50 000 euros de plus pour une mensualité de 1 500 euros sur 20 ans. Et le coût d'un crédit de 200 000 euros a diminué de moitié. Donc le crédit est aujourd'hui plus abordable. Donc ça donne envie à des gens de devenir propriétaires, et ce, un peu partout en France. Alors sur Paris, oui, il y a du dynamisme, mais ça ne va pas être forcément la même clientèle de gens qui veulent vraiment acheter. On va avoir un retour des investisseurs, on va vraiment avoir cet effet d'aubaine. Dans le reste de la France, c'est je veux acheter plutôt que louer, parce qu'avec ces niveaux de taux, je peux le faire quasiment pour le même budget mensuel. Ah oui, ça resolvabilise effectivement une certaine frange de la population qui était jusqu'ici obligée de louer. Pour ceux qui veulent acheter, c'est carrément effectivement une petite pièce en plus, on va dire, pour là, à Paris par exemple. Vous calculez un indicateur de tension immobilière, Thomas Lefebvre. Il faut nous expliquer ce que c'est, à quoi ça correspond et où en est-il actuellement. Qu'est-ce que c'est l'ITI? Tout à fait. Alors, l'indicateur de tension immobilière, l'ITI, c'est un indice qui nous permet de prendre le pouls d'un marché immobilier. Et en fait, il donne le nombre moyen d'acheteurs en recherche active pour un bien en vente. Et donc, quand on regarde cet ITI pour un marché donné à un moment donné, donc ça nous permet de comprendre ce qui se passe sur le marché, donc notamment au niveau de la demande, et de faire des perspectives d'évolution des prix sur les 12 prochains mois, puisque c'est un indicateur très simple en économie, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Alors, aujourd'hui, on a un ITI en France qui est aux alentours de 1 acheteur pour un vendeur. À Paris, il est de 1,3. Et à titre de comparaison, en 2011, au moment où le marché était le plus dynamique, où Paris a fait plus de 20% en un an, on comptait 5 acheteurs pour un bien en vente dans Paris. Donc on comprend aujourd'hui qu'avec un ITI à 1,3, ce n'est pas du tout le même marché qu'en 2011. C'est pas un marché tendu, en fait, c'est assez équilibré. Alors non, c'est plutôt un marché un marché pour les acheteurs, puisqu'on compte moins de 2 acheteurs pour un bien en vente. C'est un marché qui est orienté à la baisse. Or, aujourd'hui, on voit que le marché est orienté à la hausse, puisque le marché est sous perfusion des taux. Et ce niveau finalement de l'ITI, qui est stable depuis aujourd'hui, depuis 9 mois, qui est stable, montre bien que la demande reste fragile, qu'on finance finalement les ménages qui sont les plus stables, qui ont un emploi durable, etc. Et que la hausse des prix s'explique notamment par la baisse des taux. Oui, en creux, on sent quand même que c'est pas très encourageant. Ça veut dire que le jour où finalement les taux arrêtent de baisser ou remontent, ne serait-ce que légèrement, il y a peut-être effectivement certains acheteurs qui seront plus solvables ou qui ne pourront pas passer par le filtre des banques, qui sont quand même assez durs si vous ne remplissez pas les critères. Et on pourrait aussi avoir peut-être un marché qui baisse du coup brutalement. Tout à fait. En fait, c'est 4 à 6% dont vous parlez tout à l'heure, on pourrait les voir. Exactement. Et le marché immobilier est à l'image en fait de ce qui se passe en Europe, avec une politique de la BCE qui soutient la croissance à coût d'argent pas cher et de crédit pas cher. Et si les taux revenaient à remonter, ce qui n'est pas aujourd'hui probable, ce n'est pas ce qu'on envisage, le marché serait vraiment orienté à la baisse, puisque la demande est stable et reste faible. Bon, effectivement, c'est bon qu'il faut en profiter maintenant. Du coup, Sandrine Alonier, est-ce qu'on a toujours un grand nombre de renégociations? Les gens continuent à renégocier en ce moment? On est arrivé vraiment au bout du bout? Non, même ça revient là. Ça revient. Sur le début de l'année, on s'attendait à ne plus du tout avoir ce phénomène de renégociation qui avait été de grande ampleur vraiment en 2015. Or là, à mi-année 2016, on a des renégociations qui reviennent en force, et notamment même des crédits de 2015 qui sont renégociés actuellement. Parce qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir à peu près entre 1,50 et 1,80 sur 20 ans, alors qu'on pouvait avoir entre 2,50 et 2,80 fin 2015. Donc il y a aujourd'hui de nouveau un point d'écart. Et comme ce sont les crédits récents sur lesquels on paye le plus d'intérêt, c'est là qu'on va pouvoir faire une vraie économie. Alors, donc on a aujourd'hui des renégociations, deux renégociations. Il y a des gens qui reviennent nous voir pour la deuxième ou troisième fois. Parce qu'on comprend effectivement ceux qui s'étaient endettés à aller à 4,50, 4,80 même. C'était quand les taux étaient encore assez hauts, là revenir à
2, 2,5. Quand un gain entre 2,80 et 1,80 ou 1,50, ça peut valoir le coup. À partir de combien en fait on peut aller renégocier? Alors à partir de 1 point d'écart, il y a un vrai intérêt à le faire puisque le fait de faire racheter son prêt va permettre de réaliser des très fortes économies, surtout en début de prêt, et va prendre en charge tous les frais qui sont liés. C'est pour ça qu'on considère qu'il faut 1 point d'écart. Il faut qu'il reste au moins 7 à 10 ans à rembourser et au moins 50 000 euros pour qu'il y ait un gain de plusieurs dizaines de milliers d'euros et pas seulement quelques centaines d'euros. Là, en ce moment, on fait des renégociations qui font économiser jusqu'à 250 000 euros pour des prêts qui étaient à la base à 500 000 euros. Donc il y a vraiment un vrai enjeu, un vrai intérêt de renégocier. Ah, effectivement. Est-ce qu'on est obligé dans ce cas-là de changer de banque ou on reste dans sa banque? Non, là en ce moment, on sent que les banques jouent le jeu. Lorsqu'il y a un client vient les voir en disant voilà, je sais que les taux sont au plus bas. Aujourd'hui, comment l'ignorer de toute façon? Est-ce que vous pouvez me faire baisser un peu mon taux? Voilà, elles ne vont pas vous faire ces 1 point de réduction tels qu'on pourrait les avoir en changeant de banque, mais elles vont vous faire peut-être un demi-point et ça vous fera quand même des économies substantielles sans changer de banque et sans avoir tout le côté D'accord, paperasse. parce qu'on entendait effectivement certaines banques qui disaient bah non, du coup on vous laisse à la concurrence, tant pis, nous on préfère pas assumer ce risque ou cette perte, on préfère produire de nouveaux crédits. Oui, non, j'ai l'impression que les banques jouent le jeu pour garder leurs clients parce qu'elles ont fait quand même un effort pour obtenir ces clients qu'elles ont depuis 1 ou 2 ans. Donc elles savent qu'elles ont tout intérêt à les garder pour rentabiliser le crédit qu'elles ont accordé il y a quelques années. Donc non, vraiment, il y a une volonté des banques de garder leurs clients et même nous en tant que courtier, on va d'abord appeler la banque du client en leur disant voilà, est-ce que vous voulez garder votre client voilà, aujourd'hui, le but, c'est pas de changer de banque tous les 2 ans, puisque ça entraîne quand même des frais. Et pour la rentabilité des banques, elles se projettent sur 5 à 7 ans ou 10 ans lorsqu'elles accordent des crédits. Si aujourd'hui, elles se retrouvent toutes avec un stock de crédit, non plus à 2,5 ou 3, mais à 1,5, ça pourra là aussi poser problème sur la rentabilité. Il y a une saisonnalité aussi, hein. Vous dites qu'il y a des campagnes, effectivement, avril, mai, juin sont des mois assez favorables. C'est quoi? C'est le printemps de l'immobilier? Exactement. Normalement, on a un début d'année qui est plutôt calme et des achats immobiliers qui fonctionnent très très bien entre le mois de mars et mi-juillet, puisque les gens veulent déménager pour être chez eux au mois de septembre. Or là, cette année, malheureusement, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Le marché a mis un peu de temps à redémarrer. Il a redémarré à peu près mi-mars réellement. Et là, au mois de mai, compte tenu du contexte, il y a eu quand même un peu une légère baisse de la demande, et ce, malgré les taux. Ouais, vous observez la même chose, Thomas, chez Meilleurs Agents? J'allais rebondir sur la saisonnalité du mois de mai. Et effectivement, on l'observe à Paris avec les familles qui cherchent en fait à déménager avant la rentrée scolaire, et donc notamment ce qui fait augmenter les prix des grandes surfaces. Et aujourd'hui, le plus 0,8% à Paris observé sur le mois de mai s'explique aussi en partie par la hausse plus importante des grandes surfaces, d'environ presque 1%, par rapport aux petites surfaces qui ont augmenté, elles, de 0,7%. Ouais, ça veut dire que le 0,8 qu'on a sur un mois, là, de mai à juin, on n'est pas sûr de le reproduire effectivement de mois en mois. Alors, non. Non, et c'est évidemment corrélé à la saisonnalité et au fait qu'aujourd'hui, que la période est propice à la recherche d'appartements familiaux. Et donc, ce qui explique aussi ce. Et ensuite, c'est la saisonnalité, donc ça va être l'été, là, voilà, tout calme. Ensuite, c'est plus la calme. France s'endort, au mois d'août, plus rien. C'est plus calme, tout à fait. Et ça reprend réellement au mois de septembre, où là également, on a une période qui est très chargée, septembre, octobre, jusqu'à mi-novembre, où là également, on peut de nouveau avoir des baisses de taux, parce que les banques veulent boucler leurs objectifs. Et là, surtout avec ce début d'année qui n'a pas été forcément à la hauteur, les banques sont juste dans leurs objectifs de mi-année, donc elles auront besoin de toute l'année pour réaliser la production de crédit qu'elles souhaitent réaliser. Donc on pourrait avoir encore des légères baisses de taux. Ben voilà, donc bonne nouvelle pour ceux qui ont raté la fenêtre, la saisonnalité, le printemps de l'immobilier. Il y aura peut-être un automne de l'immobilier avec des taux encore plus bas. On en reparle dans un instant avec nos invités Thomas Lefebvre et Sandrine Alonier. À tout de suite.